Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de On va se faire foot. Cette semaine, on vous retrouve exceptionnellement le mercredi soir pour nous permettre de rebondir sur le match de Ligue des Champions qui a eu lieu hier soir et pour analyser avec vous le match à venir. Et donc, avec moi ce soir pour analyser et débriefer ce match et se projeter sur les demi-finales à venir, enfin sur la demi-finale à venir, Daniel Montero à Lisbonne. Bonsoir à tous. Ouais, c'est le décalage satellite. Et, et Marc Cabal, visiblement, je ne sais pas, à l'Etihad Stadium, je crois. C'est ça. Salut les gars. Donc, comme je le disais, hier soir a eu la première demi-finale retour qui a vu la victoire de l'Inter de Milan 1-0, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Donc, un Inter qui se qualifie sans trembler, qui n'a pas pris de but sur l'ensemble des deux matchs. C'est à la fois, on va dire, surprenant et à la fois presque attendu, compte tenu des faiblesses qu'a affiché le Milan AC sur les deux matchs. Donc, moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette double confrontation. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous a surpris, en bien ou en mal, et surtout comment vous vous projetez pour l'Inter de Milan sur la future finale du 10 juin. Donc, Dani, je te laisse la parole. Ouais, bah écoute, sur l'ensemble des deux matchs, moi, il me semble que la qualification de l'Inter, elle est largement méritée. Ce soir, on a assisté à un match ouais, sans équivoque hein, de la part de l'Inter. Moi, j'étais vraiment surpris de voir un AC Milan aussi fébrile. Et d'un côté, on a l'Inter avec une assise défensive vraiment assez, assez impressionnante et très solide. Et de l'autre côté, on a vraiment une impuissance offensive euh, flagrante. Et donc, du coup, ouais, sur les deux matchs, ils ne marquent pas de but. Ils en encaissent trois. Et j'ai regardé ce soir, ils ont tiré une fois. Enfin, ils ont fait un tir cadré. Donc, c'est sûr qu'en étant mené 2-0 et pour rattraper le match et tirer une fois, c'était mission quasiment impossible. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cet Inter de Milan est vraiment monté en puissance pendant cette. Ils éteignent complètement le Milan AC. C'est pas de belle équipe. Donc, moi, j'ai hâte de voir cet Inter en finale contre qui, bah, on verra, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, sur l'ensemble des deux matchs, clairement mérité. Bravo à cette équipe de l'Inter qui vraiment n'a pas volé sa qualification. Alors moi, ce qui m'a surpris, agréablement surpris, on va dire, quelque part, c'est que on retrouve à ce niveau de Ligue des Champions des clubs avec une vraie, on va dire, culture club et une identité de jeu de club. C'est-à-dire que l'Inter, finalement, à chaque fois qu'ils se sont retrouvés en finale de Ligue des Champions et qu'ils l'ont gagné, a fortiori, ils se sont appuyés à chaque fois sur du catenaccio, sur des projections vers l'avant en contre-attaque très très fortes. Et finalement, ils se retrouvent cette année de nouveau en finale de Ligue des Champions avec un système à 5 derrière ou à 3 selon où sont placés les pistons, et avec des projections très rapides vers l'avant et un duo d'attaquants très très fort. Finalement, cet Inter de Milan-là, il ressemble beaucoup à l'Inter de Mourinho qui a gagné en 2010, où il y avait une assise défensive assez incroyable, une charnière centrale, Samuel Lucio, qui était Ouais. très forte, avec Christian Chibou à gauche, qui était en fait un arrière central décalé en arrière gauche. Et il ressemble beaucoup à l'Inter de Milan d'Elenio Herrera, y compris par la doublette d'attaquants. Je veux dire, l'attaque Dzeko, Lautaro Martinez ou Lukaku, Lautaro Martinez, enfin selon ceux qui la composent, on est sur des attaquants du calibre de Milito et de Samuel Eto'o à Mm. l'époque. Milito qui joue un peu plus en pivot d'ailleurs que Samuel Eto'o, et on a le cas là aujourd'hui avec Dzeko et Lautaro Martinez. Donc en fait, on a une équipe un club qui, quelles que soient finalement les générations et les années, quand il revient en finale, c'est toujours avec la même recette. Donc quelque part, moi je trouve que ça a un côté rassurant. En fait, il y a une vraie culture club dans ce qu'on appelle ces grands clubs historiques de la Ligue des Champions. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et effectivement, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la solidité défensive de l'Inter de Milan, que ce soit là aujourd'hui contre le Milan AC, que ce soit contre le Benfica, parce que sur le Benfica, ils prennent deux buts à la fin, mais c'est anecdotique. Le match, il est déjà plié, il restait 2 minutes de jeu, et la qualification était déjà assurée. Mm. Que ce soit même les tours avant, quoi. Moi, je pense qu'il faut rappeler aussi que c'est l'Inter de Milan.
est quand même sorti de la poule de la Muerte, parce qu'ils avaient Barcelone et le Bayern dans leur poule, et qui sortent deuxième en perdant pas un match contre Barcelone. Donc, moi, c'est ce que je retiens essentiellement. Il y a plein d'autres choses, hein, je pense qu'on débattra par la suite, mais c'est ce que je voulais dire en préambule. Marc? Bah, d'abord, logiquement, l'Inter s'impose, mais c'est aussi le fait de ces derniers matchs. Je crois que les 4 dernières rencontres entre les deux équipes a vu l'Inter l'emporter. Le Milan est un grand club historiquement, mais aujourd'hui, l'Inter est supérieur. Et bravo à Inzaghi, hein, parce que ça, c'est un entraîneur qui me plaît, qui a pris son temps à la Lazio, qui est resté le temps qu'il fallait. Il était courtisé par la Juve et tout ça, puis il a su rester patient. Et là, maintenant, bah, il a construit quelque chose de beau. En début d'année, il avait été un peu critiqué. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Mehdi, parce que justement, il s'était un petit peu focalisé sur l'assise défensive et puis il n'y avait pas grand-chose après. Puis, il a été critiqué pour ça. Et puis, il a su justement ouvrir son jeu avec des joueurs exceptionnels comme Barella, par exemple, qui est le cerveau de l'équipe, qui a été vraiment extraordinaire encore sur la double confrontation. Et un banc surtout largement supérieur au Milan. Le Milan m'a paru lessivé, vraiment fatigué, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment au bout du bout de ce qu'ils ont pu donner. Je pense qu'ils sont en sur-régime sur l'année qu'ils font. Ils n'ont pas non plus une équipe exceptionnelle. Ils ont de bons joueurs, mais je pense qu'ils sont à leur place en demi. Ils sont allés au bout du truc, quoi. C'est ça. Et je pense que le banc de l'Inter a vraiment fait la différence. Ils dégagent quelque chose, une puissance. Je pense pas que l'Inter l'emporte en finale. Euh, Ceci étant, bah, ça dépend comment ça tourne. Tu sais très bien que sur ce genre de match, il suffit qu'ils marquent un but dans les premières minutes, puis après, tu sais pas, avec l'assise défensive qu'ils ont. Ben, c'est sûr qu'on va parler de l'autre match après, mais les deux autres équipes me font encore plus bonne impression. En fait, moi, pour revenir sur ce que tu viens de dire, moi, je pense qu'effectivement, ce qui a fait la différence, c'est le banc, mais pas forcément sur ce match. C'est le banc sur tous les autres matchs, en fait, sur le dernier mois, entre le quart de finale et les demi-finales. Pourquoi? Parce que ils ont été obligés de gérer un calendrier en championnat qui était très difficile, les deux clubs. Et on a vu que l'Inter, finalement, ils avaient deux équipes. Et qu'à chaque fois, ils faisaient jouer une équipe puis l'autre. Et finalement, on a senti, comme tu l'as dit, que l'Inter, ils avaient beaucoup plus de pression physique, notamment au match aller. Ils avaient mis une intensité incroyable dans les 20 premières minutes. Ils ont tout emporté. Sur le Mm. précis, enfin, les 20 premières minutes, il y avait une intensité. Le match de la semaine dernière était plus beau à voir que Ah oui. la première demi-finale Real City, Mm. en termes de rythme de jeu et tout. Et ils les ont emportés. Les joueurs du Milan AC étaient lessivés par la course-poursuite qu'ils font en championnat pour attraper la Ligue des Champions. Ils peuvent très peu faire tourner parce que justement, ils n'ont pas beaucoup de bancs. Toujours les mêmes joueurs, en gros, toujours le même 11 qui démarre. Et ça s'est senti. De la même manière que ça s'est senti entre le Milan AC et Naples en quart de finale, ça s'est senti sur cette demi-finale. C'est la fraîcheur physique qui va faire la différence. C'est souvent la fraîcheur physique qui fait la différence en fin de saison. Les blessés, les suspendus. Et à ce petit jeu, je ne suis pas sûr que l'Inter ne soit pas l'équipe qui arrive le plus frais de nouveau en finale. Ouais, non, j'avais noté exactement la même chose. Je suis d'accord sur la fraîcheur d'équipe. D'ailleurs, ce soir, on l'a vu. Raphaël Leao au Milan AC, qui est vraiment voilà, l'animation offensive de cette équipe. Clairement, il était en dessous de ses capacités. Et sur le banc, effectivement, il n'y avait personne pour le remplacer. Et du coup, il a fini le match. Le Milan fait trois remplacements, dont un qui est en défense et deux en milieu de terrain. Donc ça prouve vraiment que voilà, il y a pas grand-chose à aller chercher sur le banc. Et en face, l'Inter fait quatre changements, alors que eux, ils ont le match maîtrisé. Donc du coup, ça prouve bien ce que vous dites et je suis complètement d'accord. L'Inter a bien géré en fait son effectif, mais ils ont pu le gérer parce qu'ils avaient un banc. Le Milan, malheureusement, a fait avec les moyens du bord. Et ce soir, vraiment, voilà, c'était vraiment la limite, hein. Même Théo Hernandez était limite, hein, sur le côté gauche. Je suis pas sûr que ce soit que physique sur l'histoire du côté gauche, parce qu'on a vu que le côté gauche, tactiquement, ils avaient été bloqués.
Ils avaient été Oui, bloqués oui. notamment par les montées de Dumfries qui jouait très très haut et qui empêchaient Hernandez d'aller dans son dos parce qu'il était tout le temps en train de défendre. Et assez paradoxalement, alors que côté gauche et le Ouais. côté fort du Milan, ils n'ont attaqué que par la droite. Et je pense pas que ce soit que physique. Non, et même Martinez qui est attaquant, non mais tu as raison, hein. Tu as raison. Je suis d'accord. D'ailleurs, Martinez a participé à toute la partie défensive. Néanmoins, Raphaël Leao, qui est explosif ce soir, voilà, il était complètement. Tu voyais que physiquement, il revenait de Il sa manquait de rythme. blessure. Ouais. Mm. Et tactiquement, là-dessus, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marc. Et franchement, Inzaghi, il était quand même assez au-dessus euh, d'un point de vue tactique. Il a maîtrisé complètement les deux rencontres. Et franchement, il fait partie aujourd'hui, je pense, des entraîneurs, cette année en tout cas, qui se sont révélés d'un point de vue de la maturité tactique. Et entre la Lazio, effectivement, et ce qu'il propose aujourd'hui à l'Inter, c'est vraiment, tu vois qu'il y a une belle évolution quand même. Voilà, j'aurais pas dit rêver parce qu'il est il est arrivé à l'Inter l'an dernier, il a fini deuxième, c'est ça? Il perd le championnat d'un point contre le Milan AC. Donc je sais qu'effectivement, il était très critiqué en début d'année, qu'il a failli perdre sa place. C'est le match contre Barcelone qui le sauve, hein, en allant gagner au Camp Nou, sinon il passait à la Ouais. trappe. En milieu d'année, finalement, il est pas loin de passer encore à la trappe et c'est la qualification. C'est à chaque fois la Ligue des Champions qui l'a sauvé en fait. Voilà. Ben, mais même avec la Lazio, elle était arrivée en huitième de finale, hein, c'est ça, hein, Ouais, il me ouais, semble. Il ouais, avait ouais, fait non, quand mais même un bon il parcours. a. Bah, c'est quelqu'un qui a une vraie culture européenne. On sent qu'il a été biberonné aux grands entraîneurs, hein. Sven-Goran Eriksson et voilà, il fait partie de la dernière équipe de la Lazio qui a gagné le championnat d'Italie. Et donc, on sent voilà, qu'il s'appuie sur cette culture-là et aussi qu'il s'imprègne de la culture club parce qu'il a repris le club derrière Antonio Conte. Les joueurs étaient usés par rapport à la méthode Conte, mais par contre, il a gardé le système. C'est le système qu'il utilisait lui aussi à la Lazio, ça tombait bien. Et il a gardé les préceptes de jeu de Conte en étant, à mon avis, un peu plus souple dans le management, sans doute. Parce qu'on a vu des grandes scènes de joie avec ses joueurs, vraiment des vraies larmes de joie, notamment Lukaku dans ses bras à la fin du match je pense que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et moi, je retiens surtout qu'il a fait, contrairement à son homologue du Milan AC, il a fait des changements pour gagner le match. C'est-à-dire qu'on a senti Pioli très fébrile dans son approche tactique, que ce soit à l'aller ou au retour. Bon, alors c'est vrai qu'il a plus de matériel, mais du coup, quand il fait sortir Dzeko pour faire rentrer Lukaku, c'est pour gagner le match. Quand il fait rentrer Brozovic, c'est pour gagner le match. Quand il fait rentrer Goussen à gauche, à la place de Di Marco, c'est pour gagner le match. Alors qu'au Milan AC, c'est quand même un peu plus compliqué. Et moi, la dernière chose qui m'a frappé quand même sur l'équipe du Milan, je ne pensais pas à ce point, c'est la faiblesse technique. Vraiment, ils ont été incapables de mettre l'Inter hors de position. Alors pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais aussi parce que techniquement, pour enchaîner trois passes vite vers l'avant, c'est très très compliqué. Et que pour moi, en tout cas sur le match retour, le tournant du match, c'est l'occasion en or que rate Brahim Diaz de manière assez inexplicable. Ou alors il y a une belle anticipation d'Onana, mais bon, il fera pas deux à l'heure, donc c'est pas compliqué pour Onana d'arrêter ce but-là. Mais à ce moment du match où Milan AC avait bien démarré le match, s'il marque là, à la 12e ou 13e minute, je pense que c'est pas la même demi-finale. Et vraiment, moi, la faiblesse technique du Milan AC m'a autant surpris que cette identité club retrouvée pour l'Inter, quoi. L'identité de club avec des joueurs qui ont la hargne, quoi. L'entrée de Lukaku, Lautaro Martinez qui est l'homme du match. C'est vraiment un joueur incroyable là, qui vient chercher les ballons très très bas. Bah, ils les ont bouffés à tous les niveaux, hein. Je pense que l'Inter a maîtrisé, à l'aller comme Ah, au ils ont retour. maîtrisé. Ils ont maîtrisé. Alors, c'est Et dommage parce que Giancarlo n'est pas avec nous cette semaine, mais moi, ce qui me frappe aussi, parce que je n'interviendrai pas là à l'Inter, c'est que c'est une équipe qui a une ossature italienne et que ça peut faire du bien à la squadra. Parce que vous prenez les trois de derrière, c'est des Italiens. Barella au milieu, Bellanova qui n'a pas joué aujourd'hui. Il y a un petit jeune Italien qui est rentré aussi, qui a remplacé Sayanoglou. Il y a une vraie ossature italienne à l'Inter de Milan. Tu as dit Et Marco aussi. Di Marco, effectivement, à gauche. Ouais, donc il y a vraiment quasiment les 4-5 défenseurs sont italiens. Tu rajoutes Barella. Il y a de quoi, à mon avis, pour Roberto Mancini s'appuyer pour construire une squadra qui est sympathique à voir jouer, je pense.
et compétitive. Bon, et en tout cas, donc pour se projeter vers la finale, ce soir, hein, juste après l'émission, il y a une deuxième demi-finale dont on attend beaucoup, retour, entre Manchester City et le Real Madrid. Donc on espérait un feu d'artifice à l'aller. Bon, donc ça va se jouer sur le match retour, hein. C'est quasiment une demi-finale en une manche qui va se jouer à City parce que le but à l'extérieur ne comptant pas double. En fait, c'est l'équipe qui va l'emporter ce soir qui se qualifiera pour la finale. Sinon, on ira au tir au but. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première manche à aller et comment vous voyez cette demi-finale retour, Marc, le grand passionné de Joseph Guardiola? Ben, moi, ce qui m'a impressionné, c'est plutôt Ancelotti sur la première manche. En fait, j'ai trouvé que il a su laisser le ballon les 20 premières minutes, ne pas trop se livrer avec son équipe. Et puis, je trouve qu'après, Madrid m'a impressionné vraiment techniquement, les dédoublements qu'ils ont fait. C'est vrai que City a eu le ballon pas mal de temps, mais je pense qu'au final, je pense que c'est le Real qui a le plus la maîtrise du ballon sur l'ensemble du match. Ils m'ont vraiment impressionné. Moi, je suis impressionné. J'ai pas compris que Guardiola ne fasse pas de changement. Bon, ça, c'est. Moi, j'ai l'impression qu'ils étaient cuits. La plupart, il y avait quelques joueurs qui étaient cuits en attaque là et qu'il n'a pas remplacé. Il n'a pas fait rentrer Mahrez. Tu sais, j'ai comme eu l'impression, je reste sur la sensation qu'il a un petit complexe face au Real et que du coup, il n'a pas osé bouger les lignes. Il s'est dit, bon, ça tient, on a le résultat qu'il faut à peu près, puis on va en rester là. Donc, je retiens une petite fébrilité chez Guardiola, un manque de. C'est ça. J'aurais fait des changements. Je trouve que ne pas faire de changement me paraît incroyable sur une demi-finale comme ça à aller. Il l'a déjà fait. Il l'a fait en huitième, je crois, contre Leipzig. Ouais, il Pareil, l'a il s'est déjà fait. passé à travers le match aller et il n'a pas fait de changement, quoi. Ouais. C'est C'est- bizarre. Ça, ça me surprend quand même beaucoup. En projection, moi, je suis resté sur une. Si je reste sur l'idée du match aller, le Real passe pour moi. Si je reste sur ce match-là, c'est la façon dont il joue techniquement, un Benzema qui était pourtant pas en super forme, m'a pas du tout impressionné au match aller. Mais tu as d'abord à tous les postes, le gardien, pour toi, incroyable. Rudiger qui a remplacé Militao. Je me demande d'ailleurs s'il ne va pas être titulaire à la place de Militao ce soir. Qui a très très bien pris Haaland. Euh, à tous les postes, ils ont été incroyables. Moi, je suis bluffé par cette équipe. C'est impressionnant. Je ne sais pas, il va falloir être très costaud, que City soit très costaud ce soir pour les sortir, parce que vraiment, à tous les niveaux, ça a été impressionnant. Modric, on a l'impression qu'il a moins de 30 ans. C'est absolument dingue, vraiment à tous les niveaux. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à tous les étages, ça a été incroyable. Dany, vas-y, je t'écoute. Ouais, non, sur le match aller, moi je suis d'accord, hein. Il y a eu une maîtrise sur les premières minutes de City où vraiment, voilà, il y avait, on croyait revenir au vieux démon de Pep Guardiola sur la possession. Vous voyez City qui avait le ballon, le Real qui leur donnait. Et c'est vrai que petit à petit, le match a changé en fait. Et moi, je suis d'accord avec Marc. Moi-même, euh, j'étais surpris de voir à quel point le Real, tu parlais tout à l'heure d'identité de club. Ah, là, clairement, voilà encore un exemple flagrant d'un club qui a aujourd'hui, encore une fois, son identité qui est là depuis des années, mais encore très marquée, je trouve, avec Carlo Ancelotti, avec un couloir Camavinga, Modric, Vinicius Junior quand ils se mettent à jouer, mais c'est phénoménal, quoi. C'est, voilà, on prend plaisir vraiment à voir cette équipe quand elle se met à jouer. Euh, c'est vraiment du football comme on l'aime, quoi. D'ailleurs, le but qui marque Vinicius, c'est juste extraordinaire. Alors moi, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est sur la qualité de jeu du Real. Parce qu'en fait, il y a deux matchs.
il y a un premier match, et moi, je ne sais pas jusqu'à quel point ils gèrent leur match physiquement, le Real, parce qu'ils nous ont souvent habitués à ça cette année, voire même l'an dernier, et ils gèrent notamment on va dire, leur trentenaire. Le début du match, ils ne voient pas de jour. C'est Courtois qui les laisse dans le match, comme souvent d'ailleurs. Il y a de la possession de Manchester, mais il y a aussi des occasions de Manchester. Courtois fait trois grosses parades dans les mêmes premières minutes, et il les maintient en vie. Et peu avant la mi-temps, sur la seule frappe du Real, Ah dans oui, cette ça oui. mi-temps-là, il marque. Ouais, ouais. Et après, par contre, en deuxième mi-temps, le match change, s'inverse totalement. Madrid paraît Ah, c'est ça? beaucoup plus frais physiquement. Et on en revient toujours à la gestion physique des joueurs sur la saison et sur la manière dont ils sont frais en fin d'année. Au mois de mai, ben, voilà, on sent voilà, on sent que tactiquement, Ancelotti s'est dit City, ils vont démarrer tambour battant. On fait le dos rond. On essaye de ne pas prendre de but dans les 30 premières minutes. Ensuite, les autres vont baisser physiquement et on les enfonce. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, autant, on va dire, sur l'ensemble des demi-temps, finalement, le 1-1, il peut paraître assez logique. Autant sur la manière dont physiquement City a été mangé sur la deuxième mi-temps, parce qu'il ne voit pas le jour, ça paraît assez illogique en fait. Quelque part, le Real avait beaucoup mieux piloté son match, beaucoup mieux appréhendé le match tactiquement. Et c'est presque un miracle, je vous le rappelle, que City égalise parce que le but n'était pas valable puisque le ballon était sorti en touche. Peu avant qu'il arrive dans les pieds de Bruyne et qu'il égalise sur cette superbe frappe. Donc en fait, on a deux mi-temps qui sont en miroir en fait. La première mi-temps, le Real est largement dominé et sur leur seule frappe, ils marquent. Et City, ben, c'est l'inverse. La deuxième mi-temps, ils sont ultra dominés et sur quasiment la seule frappe de la deuxième mi-temps, ils égalisent. Ouais, Donc, moi, ouais, mais je ouais, suis pas oui. tout à fait d'accord sur la domination. Moi, j'avais l'impression que c'était une équipe de hand, quoi. City avec le ballon, des fois, qui avait du mal à, oui, à deux, trois occasions, mais moi, la domination du Real en deuxième mi-temps, pour moi, c'est une domination, beaucoup de mouvements, beaucoup de projections. Ça part de l'arrière avec un Camavinga qui est en feu. Enfin, ce joueur-là, il va falloir le surveiller de très, très près. Heureusement qu'il joue pas à son poste. Quoique en deuxième mi-temps, il est monté un petit peu plus au milieu de terrain. Oui, parce Mais que c'est Nacho un est rentré. joueur incroyable. C'est un joueur incroyable. Puis il y a du mouvement, des dédoublements, que souvent, si tu regardes à nouveau la première mi-temps de City, ça va à deux à l'heure à certains moments. Tu sais, c'est vraiment stérile Ouais. comme domination. Et c'est là où je pense que le Real oui, ils ont géré, mais je pense qu'ils ont été très. Ça me fait du mal de dire tout ça parce qu'évidemment, c'est le Real, mais ils ont été d'une intelligence incroyable. Je pense que tout était fait pour que ça soit comme ça. Et Ben, ils c'est ont vrai défendu qu'ils du ont. bloc bas. Ils ont défendu bloc bas pour pas qu'il puisse y avoir les redoublements, pour pas qu'il puisse y avoir la profondeur. Ça leur sert à eux d'être bloc bas parce que Vinicius, il a plus d'espace pour se projeter vers l'avant. C'est Oui, ce qui oui. est bénéfique pour eux. Et ils bloquent City. Et ils ont l'espace derrière pour Vinicius. Donc, Ouais. Mais ils n'ont pas l'habitude de ne pas avoir le ballon comme là, quoi. Là, ils ne l'avaient pas. ouais. Et là où ils ont. Voilà, c'est jackpot, c'est quand Vinicius marque, évidemment. Le temps faible du Real, c'est eux qui marquent, hein. Et c'est là où c'est calqué sur la deuxième mi-temps. Effectivement, quand City voit pas le jour, c'est eux qui marquent avec un joueur, avec qui c'est qui marque? C'est De Bruyne. C'est De Bruyne. De Bruyne qui fait pas un match de fou. Il fait que, enfin, en fait, il fait que ça quasiment sur le match, vraiment de réussi. Et il a bien fait de le maintenir sur le terrain d'ailleurs. Et parce que je pense qu'il a hésité à un moment donné, il a peut-être pensé à le sortir. Il était cuit à un moment donné, il était vraiment cuit. Mais c'est là où je pense que c'est un miroir, mais c'est là où je me dis ce soir, entre l'intelligence de jeu, la confiance qu'ils dégagent, à chaque ligne, ils sont impressionnants. Avec Vinicius, qui est probablement le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, défensivement, c'est impressionnant. Impressionnant. Franchement, moi, je suis bluffé, bluffé, bluffé par cette équipe-là. Je n'arrive pas à voir une équipe à l'heure actuelle. J'espère que City va emballer le match. S'il marque, ma foi, une fois, deux fois. Mais même avec ça, le Real a une telle confiance, une telle résilience. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils ont gagné toutes ces dernières années alors qu'on croyait à chaque fois qu'ils étaient cuits. Que Modric ne tiendrait pas, que Kroos non plus. Ils sont toujours là. Moi, je suis épaté. Franchement, je le dis, je suis incroyablement impressionné par cette équipe-là. J'espère que City va emballer le match.
toute façon, il faut y aller maintenant. Un partout, ben, le but à l'extérieur, ça compte pour rien de toute façon. Donc, ils n'ont pas le choix. Haaland, il va falloir vraiment que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, mais qui aime se projeter rapidement. Et je trouve qu'ils ont été bloqués à merveille par le Real. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, quand ça va plus lentement, ils ont du mal à se créer des espaces. C'est pour ça que je pense qu'Ancelotti a gagné la première manche. C'est qu'il a su vraiment maîtriser cette équipe-là. Si tu les bloques comme ça, si tu joues bas, City a du mal. Bah, le Et problème, le vrai problème qu'a Guardiola aujourd'hui contre les équipes qui jouent bloc bas, c'est un paradoxe de dire ça parce qu'il fait une saison exceptionnelle. C'est Haaland. Parce que, mine de rien, voilà, quand il jouait traditionnellement contre des équipes qui jouaient bloc bas, on a eu ce débat, je crois, dans notre première émission. Il jouait à l'époque avec un faux numéro 9 qui décrochait beaucoup et qui laissait du coup de l'espace dans son dos. Et c'est beaucoup moins le cas avec Haaland. Haaland, il fait beaucoup moins de décrochage, même si c'est un super joueur en pivot, mais vers son milieu de terrain, quoi. Dans la surface, quand il faut décrocher, comme, bah, je sais pas, Fabregas à l'époque, justement à Barcelone, on en parlait tous les deux, tous les trois en aparté avant que l'émission commence, qui jouait faux neuf, ou en équipe d'Espagne quand il jouait faux neuf. Il a joué beaucoup comme ça, Guardiola, pendant des années, et on sent que là, contre la défense du Real la dernière fois, on n'a pas vu Haaland, hein. Il était complètement porté disparu. Il était bloqué dans la surface. Il n'avait pas ses déplacements habituels. C'est un joueur qui aime bien prendre la profondeur aussi. Il ne l'avait pas. Donc, ils ont été vraiment bloqués par ce manque de profondeur, City. Alors, effectivement, il faut qu'ils emballent le match. Maintenant, ça va être comme au match aller, et ça va être comme, on va dire, contre le Real depuis 2 ans. C'est-à-dire que si tu emballes le match contre le Real, mais que tu ne marques pas très très vite et que tu laisses Courtois en feu tout le match, c'est c'est plié. C'est-à-dire plus longtemps ça va rester à 0-0 avec Courtois qui dégoûte les attaquants adverses, et ça, il le fait très très bien, parce que moi je pense qu'ils gagnent leurs bons résultats au match aller, encore une fois, le Real dans leurs 20 premières minutes. Vous pouvez me dire, encore une fois, ça ressemblait à du hand et tout. Oui, effectivement. Mais Courtois, il fait 3 arrêts de classe mondiale. Il peut y avoir 3-0 à la 20e. Tu mets Alban Lafont en face, voilà, c'est 3-0. Danny, il te reste 2 minutes 15 avant la coupure. Avant la coupure pub. Non, oui, il y a un paramètre aussi, moi je pense qu'il va être important ce soir, c'est la pression. Je pense que la pression, même si City joue à domicile, va être de leur côté. Bon, au niveau du championnat, que ce soit City ou Real, bon, tout est joué, hein. City va être champion, Real va finir deuxième. La pression va être du côté de City parce qu'ils ont deux types de pression. La première, c'est qu'ils jouent à domicile, donc ils ont un peu l'obligation face à leurs supporters de leur offrir la qualification pour la finale. Et il y a l'historique. City euh, n'est jamais allé en finale de Ligue des Champions. Donc, ce serait quand même euh, historique pour eux. Donc, alors que le Real de Madrid a montré, ils ont des joueurs pour le faire justement. C'est un club qui est habitué à ce genre d'événement. Ils vont être à zéro pression. Au contraire, ils vont être complètement libérés. Euh, Moi, j'ai peur que City euh, bascule ce soir. Ouais. Alors, avant qu'on passe au pronostic, je te rappelle qu'ils ont perdu il y a 2 ans face à Chelsea en finale, quand même, de Tuchel. Qui City. ah oui, ça? City. Ils étaient en ah oui. Oui, finale. City, oui, non, excuse-moi. Ouais, quand je parle, excuse-moi, je parlais de la gagner, la Ligue des Champions, pardon. Ah oui, ça, elle a gagné. Il court après depuis très très C'est un longtemps. vieux rêve. Mais il a perdu Voilà, c'est un vieux rêve. demi-finales sur 10. Hein. 7 C'est- demi-finales sur 10. Ouais, Marc, c'est justement ce que je disais la semaine dernière. Finalement, Guardiola, il a gagné très peu de demi-finales. Et quand il les a gagnés, notamment avec le Barça, moi, je n'emploierai pas les mots de José Mourinho à l'époque, mais c'est vrai que c'était souvent un sujet à polémique, hein. En 2009, finalement, il passe contre Chelsea dans un match où il ne doit jamais passer, parce que l'arbitrage est quand même très spécial. Et je n'irai pas jusque-là sur la demi-finale de 2011 contre le Real, où je pense que la victoire est logique, et que c'est pas Ah bah l'arbitre oui. qui fait perdre José Mourinho ce soir-là. Mais c'est vrai que autant il a une réussite, il a un taux de réussite élevé en finale, autant sur les demi-finales, c'est pas du tout ça. Donc comment on va passer de suite là maintenant au pronostic du match? Comment vous voyez donc cette demi-finale? Et donc je crois comprendre que pour beaucoup vous voyez le Real passer, Dani. Bah, étant donné que Courtois
est quand même le meilleur gardien au monde. Je pense qu'il ne va pas encaisser beaucoup de buts. Il en encaissera, je pense, un. Mais je vois le Real marquer 3 buts. Je dirais les 3-1 pour le Real. C'est chaud. Marc? Ah ouais, ah ouais, quand même. Euh, ouais, je pense le Real va en prendre un. Je vois un partout encore et je vois que ça va aller aux prolongations, tout ça. Puis le Real va réussir à s'en sortir encore une fois. 1-2, je dirais. Deux, ouais, c'est ça, 1-2. Ouais. Ben, moi, je vais parier la grosse cote parce qu'effectivement, Courtois, c'est le meilleur gardien du monde, mais City, ils ont Haaland. Il ne peut pas passer 2 matchs en Casper, le petit fantôme. Ça m'étonnerait. Donc, ben, moi, je vais donner 3-1 pour City. J'y crois encore, comme dirait Lara Fabian. Oh la ref. On est vivant tant qu'on est Oh, fort. ouais, exactement. Je continue pas la chose. Non, s'il te plaît. On va s'arrêter là. On a eu une dure journée. C'était un dur mercredi, là. Ça part en couille. Alors, sans aucune transition, il n'y a aucun rapport entre Lara Fabian et le championnat portugais. Mais Sinon, on va passer au championnat portugais, puisque ben, dimanche aura lieu le derby de Lisbonne. Voilà, un derby de Lisbonne riche en intérêt et avec énormément d'enjeux, puisque ben, Benfica peut devenir champion ce week-end dans l'antre de son rival historique, le Sporting Portugal, donc à Alvalade. Et le Sporting, bah, mine de rien, il reste 2 matchs, ils sont à 4 points de Braga, ça va être dur, mais ils peuvent encore accrocher directement, ils peuvent encore accrocher la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions via le tour préliminaire réservé à la troisième place. Donc c'est un derby qui va être avec beaucoup de saveur, hein, beaucoup de piquant. Bon, je pense que Benfica va être champion, hein, là maintenant c'est plié. Mais vraiment, l'intérêt de cette fin de championnat, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir célébrer leur titre de champion dans l'antre du Sporting, de la même manière que finalement le Barça a célébré son titre de champion dans un derby de Barcelone et dans l'antre de l'Espagnol de Barcelone, elle les a envoyés en plus en deuxième division, ils ont fait coup double. Oui, ça a Euh, mal fini du coup. Pas mal fini. Ils ont Ça, couru jusqu'au vestiaire. Ouais, ben, ça peut mal finir. Hein. Ça ouais, c'est peut ça. mal finir dimanche. Moi, je me souviens d'un Benfica Porto que j'ai vu il y a quelques années ici avec Falcao et toute la troupe du grand FC Porto, là, qui entraînait les villages Boas, où ils avaient été champions à l'Estadio da Luz, et où ça avait mal fini aussi. Ils n'avaient Ah, pas pu fêter ils avaient même, un ils avaient peu. branché l'arrosage ils avaient branché Ah, l'arrosage automatique. excellent. exactement. Exactement. Donc, ben, comment vous voyez ce derby? En fait, est-ce que Benfica va être champion à Alvalade, Dani? Ah, tu l'as dit, hein, c'est quand même un match à enjeu. Hein, c'est au-delà du fait que Benfica pourrait célébrer son titre chez son plus grand rival, le Sporting. Bah, le Sporting joue encore une place, enfin, joue la troisième place encore. En sachant que Braga joue Boavista à l'extérieur, donc c'est un derby du Nord. Donc ce match va être très compliqué pour Braga à l'extérieur. Et dans la dernière journée, il joue Passos de Ferreira, qui est une équipe quand même assez compliquée de milieu de tableau à jouer, alors que Sporting va recevoir Vizela, euh, qui est une équipe plutôt facile à jouer. Donc, il y a un gros enjeu en fait pour Sporting cette année, qui fait une très très mauvaise saison. Ils peuvent sauver leur saison là sur la fin de l'année en ayant la place d'accès aux playoffs, enfin aux éliminatoires pour intégrer la Ligue des Champions. Donc ça va être un match très 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 chaud. Les supporters sont en feu depuis le début de la semaine. Hein. C'est l'effervescence au Portugal. Là, c'est vraiment le match de l'année. Hein. Et puis, on connaît la rivalité entre Benfica et Sporting. Là, clairement, si Sporting perd samedi contre Benfica et que Benfica fête son titre sur la pelouse du Sporting, ça va pas bien se passer, quoi. Ça va pas bien se passer du tout. Donc, donc moi, je pense que au-delà de tout ça, le Sporting a besoin, en termes d'image, de bien finir la saison. Et ils ont l'opportunité de le faire. Ils sont complètement plantés en championnat.
Euh, Ils ont fait une campagne un peu comme ça en dents de scie en- en Coupe d'Europe. Donc là, ils ont vraiment l'opportunité de bien finir la saison en battant l'éternel rival. Donc moi, je prévois quand même une victoire du Sporting. Combien? Parce qu'après, vous n'allez pas dire le 3-1. score comme la semaine dernière. Voilà. 3-1, 3-1 pour le Sporting. Avec un but de Nuno Mendes, c'est ça? Non, parce que sans vouloir jouer le professeur, bon, je pense que Braga, ils vont finir troisième. Parce que Passage de Ferreira n'est pas une équipe du milieu de tableau, ils sont relégables aujourd'hui. Ils sont avant-derniers. C'était Non une... mais, non, mais justement, oui, non, tu as raison, c'est Vizela qui est au milieu de tableau. Mais Passos de Ferreira joue le play-off, joue en fait une place pour finir avant-dernier. C'est-à-dire que ça leur donne la possibilité de ne pas être éliminé, mais de jouer le play-off contre celui qui pourrait monter en fait. Ah, il y a un play-off de descente pour l'avant-dernier dans le championnat portugais, ouais, donc tu descends Et là. ouais, et ouais. Parce Donc que en fait, l'avant-dernier rentre dans un play-off pour se maintenir en fait en non, Ligue, en première ligue. parce que le vrai problème de Passage de Ferreira, c'est qu'ils se sont fait piller à l'intersaison. Après avoir fait deux super années en championnat, ils avaient même fait, souviens-toi, le tour préliminaire de la Ligue des Champions, et ils se sont fait mais, lapider. Voilà, lapider, c'est pas Ouais, le tu mot. as raison. Ils se sont fait Mais, piller. mais l'enjeu, l'enjeu pour eux, il est énorme parce que du coup, s'ils battent Braga sur cette dernière journée, ils peuvent en fait accéder aux playoffs qui leur permettraient de se maintenir encore en première division. Ouais, mais bon, oui. Mais leur Mais meilleur tu as allié sur raison. ça, leur meilleur allié sur ça, finalement, au passage de Ferreira, c'est que le Sporting l'emporte contre Benfica et que Benfica soit obligé de jouer son dernier match à fond contre Santa Clara qui soit dernier. Je ne pensais pas évoquer passage Ouais. de Ferreira et Santa Clara dans cette émission, mais comme quoi tout arrive. Et je sens qu'on a un peu perdu Marc, hein, qui ne sait pas où est son. Ben là, je suis largué, là. Mais pour en revenir au match qui nous intéresse, euh, Oui, s'il vous plaît. moi, je maintiens effectivement que Benfica, ils sont dans le dur ces dernières semaines. Ils gagnent contre Braga, mais alors vraiment, c'est au forceps encore. Sur, sur un but, j'ai envie de dire sur un but de raccro, quoi. Il y a un bon arbitrage, mais qui n'est pas vraiment. On sent bien que tu es dans l'arbitrage à domicile, même s'il n'y a pas de gros scandale sur l'arbitrage Benfica-Braga. Bon, je pense que sur la saison, leur titre, enfin, le titre qu'ils vont gagner sera mérité. Mais on ne peut pas dire que sur la fin de saison, enfin, ils ont un peu gâché leur titre. Un peu comme Paris a gâché son titre en 2023. On va dire sur le dernier mois et demi de compétition, voilà, Benfica, ils vont donner une image de leur titre qui aurait dû être beaucoup plus flamboyant et sans discussion. Il restera un arrière-goût, pas amer, mais il restera un arrière-goût qui ne sera pas forcément top. Donc moi, sur la forme du moment, effectivement, et pour les raisons qu'a évoqué Daniel, je pense que le Sporting va l'emporter. On sent que Benfica, ils sont usés physiquement. Comme on l'a dit ailleurs dans l'émission sur d'autres thèmes, finalement, c'est une équipe qui va être champion avec quoi, 14-15 joueurs. Après, il n'y a pas de banc. Et ça leur coûte sur la fin de ce championnat. Et je pense que le Sporting, ils arrivent un peu plus frais parce que tu l'as dit, mine de rien, le Sporting, ils ont fait un très mauvais début de saison. Et c'est là qu'ils perdent le championnat. Parce qu'au final, s'ils l'emportent là contre Benfica, ils vont terminer à quasiment 6-7 points du Benfica. Sans leur mauvais début de saison, c'est une équipe qui aurait pu prétendre à être champion. Donc moi, voilà, sur la fraîcheur physique, sur la rivalité, ils ne peuvent pas se permettre de perdre chez eux. Je pense qu'ils vont rentrer vraiment le couteau entre les dents, le Sporting, et qu'ils vont l'emporter. Benfica, finalement, s'ils l'emportent pas là, ils jouent le dernier derrière chez eux à domicile. Ils gagneront. Surtout que sans Oui, vouloir trop polémiquer, vous n'avez qu'à voir les deux écussons des deux équipes. Tout le monde comprendra que Santa Clara oui. et le club, euh, C'est pas une filiale, mais c'est tout c'est comme une quoi. filiale. C'est une filiale du Benfica. Ils sont déjà en D2 et à mon avis, ils vont pas trop forcer sur le dernier match. Donc, ils ont droit à un joker, le Benfica. Après, je pense qu'effectivement, ils seront motivés parce qu'ils voudront fêter le titre chez leurs rivaux. Mais est-ce que les joueurs vont s'engager c'est un derby, ils devraient s'engager normalement, mais est-ce qu'ils vont s'engager autant finalement que les joueurs du Sporting j'ai un doute. Donc moi, ouais, je vois une victoire du Sporting de 1. Marc? Moi, c'est des matchs toujours très spéciaux. Je pense pas qu'on puisse analyser vraiment l'état de forme des équipes comme ça. Et puis,
Il n'y a pas que ça, il y a l'aspect psychologique. Je pense que l'occasion est tellement belle là, de venir gagner justement et puis d'être sacré sur le terrain que je pense que tu oublies ta fatigue, tu n'as plus que ça à jouer, tu joues à fond et je dirais que le Benfica, moi, au contraire de vous, je pense que le Benfica va s'imposer en patron et je vois même une victoire assez nette, là, 2-0. Je pense que l'occasion est super belle justement. C'est des matchs pas comme les autres et alors qu'en plus tu as la possibilité d'être champion sur le terrain de ton, on va dire, plus grand adversaire, on va dire, ou ennemi, entre guillemets. Je pense que là, l'occasion est magnifique et ils vont enfoncer le clou. Et justement, peut-être empêcher le Sporting, je veux dire, la double pénalité, entre guillemets, c'est qu'en plus d'empêcher le Sporting, c'est ça, hein, de se qualifier ou de remettre en question ou en doute la qualification à troisième place, c'est ça, hein, Ouais, et à la troisième place. parce que pour eux, Ah oui. c'est vital pour le sportif en termes de modèle économique de jouer la Ligue des Champions. Et voilà. Et ils se débarrassent presque d'un rival pour l'année prochaine, en les battant, là, Benfica. Parce que le Sporting va être encore obligé de vendre ses meilleurs jeunes. Et est-ce qu'ils auront une équipe compétitive l'an prochain pour venir titiller de nouveau le Benfica? Ils seront sans doute obligés, même, ils perdront sans doute leur entraîneur qui est faiseur du miracle depuis 3 ans, Ruben Amorim. Donc, oui, ça serait effectivement une source de motivation supplémentaire pour le Benfica de presque d'éliminer quelque part d'ores et déjà un adversaire pour l'an prochain. Donc, pour ces raisons, c'est effectivement, je pense pas qu'il y ait un défaut de motivation. Mais ouais, moi, sur ces dernières années, je vois pas le Benfica l'emporter au Sporting. Mais bon, je peux me tromper. Bah, en confrontation directe, c'est plus Benfica qui gagne que le Sporting, quand Bah, le Sporting a gagné. Non, sur ces dernières années, non. Justement, pas depuis que Ruben Amorim est arrivé. La tendance est inversée. même. Ok. C'est plutôt le Sporting qui gagne contre Benfica, notamment cette année, hein, où ils se sont imposés au match aller au Stadio da Luz, hein, le Sporting. Donc, c'est une équipe comme elle est jeune qui est assez imprévisible, mais mine de rien, elle se rate rarement sur les gros matchs. Le problème du Sporting, c'est qu'ils perdent contre des équipes qui, normalement, ne doivent pas perdre et qui sont à leur portée. On l'a bien vu encore en Coupe d'Europe. Ils perdent leurs 2 matchs contre Marseille. C'est ce qui les empêche de sortir de la poule de Ligue des Champions. Finalement, Marseille qui a terminé dernier de la poule. Et ils sont capables de battre Tottenham, le Sporting. Ils sont capables d'éliminer Arsenal. Et ils Et sortent Arsenal. ouais, bah Ils ouais. ont éliminé Arsenal. Ouais. Donc c'est une équipe, finalement, comme elle est jeune, on a l'impression qu'elle choisit ses matchs, en fait. Voilà, tout bonnement. Et donc là, ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas choisi ce match-là et qu'ils ne l'aient pas coché. Après, l'avenir nous le dira, mais on verra ce qu'il en est. On verra ce qu'il en est on verra ce qu'il en est dimanche. Alors j'espère amener notre camarade Giancarlo découvrir Alvalade, mais en tout cas découvrir le derby, parce qu'Alvalade il connaît déjà. Il est déjà amené, mais découvrir le derby. Voilà. Faudra pas trop traîner après le match en fonction du résultat parce que ça risque d'être chaud quand même, hein. Déjà, il faut voir si on a survécu au tournoi de samedi. En ce qui nous concerne, toi, moi et surtout à l'après-soirée. Parce que je te rappelle que j'ai commandé 240 litres d'alcool pour 240 personnes. Ah, quand même, Il y a de l'ambition ça dans le promet. jeu. Il y a du fond de jeu. Et alors, puisqu'on parle de troisième mi-temps, vous savez que la troisième mi-temps, Il y aura du... c'est quand même rattaché au rugby. Ouais, c'est ça, Quelle mais c'est vraiment là. transition incroyable. Attends, je l'avance. Quelle réputation du rugby? Puisqu'on Énorme. Ah, puisqu'on mais parle de troisième mi-temps et que voilà, la troisième mi-temps est rattachée au rugby, on va parler de la dernière actualité sportive de la semaine. Il y en a bien d'autres, hein. Mais donc, samedi a lieu la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Je ne sais pas si on peut toujours appeler Coupe d'Europe, de la Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle. C'est une revanche de la finale de l'an dernier qui avait vu La Rochelle s'imposer. Cette fois, ça se joue en Irlande, à la Viva Stadium. Le Leinster donc, a priori, ça doit être dans le contrat de la Champions Cup, doit jouer tous ses matchs à domicile. ouais, ils doivent gagner cette année. C'est ça. Donc, donc, Ouais, je te laisse la c'est parole. écrit. Ouais, ben écoute, l'an dernier, ils ont gagné 24-21 à Marseille. Donc un peu à domicile quand même, même si c'est La Rochelle-Marseille, mais on va dire que c'est la France. Et puis, je pense que s'ils refont le match
9 fois, ils le perdent, 8 fois, je pense. Ils ont vraiment été très costauds avec des avants, hein. Ils ont su casser le jeu via le physique. Je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de reproduire l'exploit pour la raison essentielle que tu as évoquée, c'est que ça se joue là-bas. On a vu avec Toulouse à quel point l'arbitrage maison pouvait jouer des mauvais tours à nous, Français, et que l'indiscipline a coûté 22 points, si je ne me trompe pas, à Toulouse. À chaque fois qu'ils étaient en infériorité numérique, Il y ils a se sont 28. fait... Voilà. Donc, moi, l'arbitrage va être déterminant. Évidemment, la discipline liée à ça. Après, c'est une équipe impressionnante en face. La Rochelle, ils ont vraiment un pack très costaud. Ils ont des joueurs aussi comme Antonio, Skelton. Ils ont des joueurs très physiques qui font, à eux deux, je pense qu'ils font à peu près 300 kilos. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que ça va suffire contre Leinster à domicile? Je crois pas. Je pense que ils peuvent faire mieux que Toulouse en étant disciplinés. Parce que j'aurais quand même bien aimé voir Toulouse au complet pendant tout le match. Même s'ils étaient inférieurs à Leinster, je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus jeu égal. Mais évidemment, à 14 contre 15, impossible. Euh, je suis assez pessimiste quand même pour cette finale-là. Voilà. Si, ils grattent un nombre de. Je crois qu'ils ont 95 ou 93% de ballons gagnés en touche et ils marquent un nombre de points incalculable après avoir récupéré les ballons en touche justement dans les 22 mètres adverses. Non, je pense que Leinster va l'emporter. Je les vois vraiment, vraiment très, très costauds cette année. Moi, je dirais que la meilleure arme de La Rochelle, c'est leur coach. C'est Ronan O'Gara qui, comme chacun le sait, est irlandais et qui connaît encore mieux le rugby irlandais que n'importe quel Irlandais, puisqu'il a été longtemps, c'était le Jonathan Sexton du début des années 2000, hein, Ronan O'Gara, Ouais. des 90. Donc, c'est vraiment une référence en matière de jeu anglo-saxon et particulièrement irlandais. Donc, je pense que c'est leur meilleure arme et qu'il avait parfaitement su lire le jeu du Leinster l'an dernier et déjouer les plans du Leinster. Donc je pense que vraiment le cœur pour eux, enfin, la clé du succès pour eux, c'est ça. Et effectivement, le côté massif de l'équipe, parce que tu as parlé des avants, mais ils ont aussi une paire de trois quarts centre qui est massive, en particulier Jonathan Danty, qui est la clé du match, je pense, au centre du terrain. Parce que Toulouse, ils ont qui des revient de qualités blessure derrière. d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. Parce que Toulouse, ils ont plein de qualités derrière, mais ils n'ont pas Jonathan Danty, tu vois. Et ça leur a manqué en défense, outre tout ce que tu as cité. Parce que là, Rochelle, mine de rien, ils sont beaucoup plus forts que l'an dernier. Pourquoi ils sont beaucoup plus forts que l'an dernier? Parce qu'ils ont un joueur fabuleux en demi d'ouverture, qu'ils n'avaient pas, qui est Astoy. L'an dernier, ils ont quand même été champions avec, je sais plus comment il s'appelle, le Néo-Zélandais qui est parti à Toulon et qui était un piètre buteur. Donc là, ils ont un super 10, ils ont un super buteur par ailleurs et ils ont toujours leur qualité. Donc je pense qu'ils vont être durs à battre La Rochelle et que la clé du match, par contre, comme tu l'as dit, ça va être l'arbitrage et plus encore que l'arbitrage, ça va être la réalisation irlandaise. Parce qu'on Oui. a vu entre le tour de la destination et la demi-finale Leinster-Toulouse, on a vu quand même que la réalisation Made in Irlande et notamment les ralentis qui étaient envoyés à Rabbit Video, c'était quand même un pur scandale. C'est-à-dire que le rugby aujourd'hui, c'est le seul sport où sur des matchs de cette importance-là, en fait, tu n'as pas de réalisateur indépendant. C'est-à-dire à la Coupe du Monde de foot, tu n'as pas de réalisateur, c'est pas un réalisateur français qui réalise France-Argentine ou un réalisateur argentin. Tu as une nationalité tiers pour essayer qu'il y ait un minimum d'objectivité. Là, que ce soit sur le tournoi à destination, là, l'essai de l'ailier justement du Leinster, où le mec passe en touche, on ne voit jamais le ralenti. Il est passé par la télé française à la mi-temps, on voit qu'il n'y a pas essai, mais c'est jamais passé par la télé irlandaise. Et l'arbitre, le même arbitre, M. Owen, non, M. Owen Barnes se fait entre guillemets arnaquer. Et là, la demi-finale contre Toulouse, c'est un vrai scandale. Le plaquage cathédral, il n'est jamais rediffusé. Je pense que s'il y a arbitrage vidéo sur le carton jaune de Thomas Ramos, il n'y est pas. Parce qu'on voit que Thomas Ramos, il fait bien le geste avec les deux bras pour essayer d'attraper la balle. Il l'a fait tomber, il fait un avant, mais c'est pas un en avant volontaire où tu mets une main pour dévier le ballon pour pas que la personne l'attrape. Voilà,
c'est quand même très, très particulier. Donc, moi, je dirais, parce que je vais pas dire que l'arbitre a été malhonnête sur Leinster Toulouse, mais par contre, la réalisation, elle a été entièrement malhonnête. Et je pense que c'est plutôt ça la clé du match. Dani, je te laisse la parole. Ouais, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est Wayne Barnes qui va arbitrer le match, hein. De nouveau? Non, je crois Ouais, qu'il arbitre la apparemment. finale. Ah oui, il arbitre la. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. De nouveau. Euh, Ouais, ouais, non, c'est lui, c'est lui qui il a été nommé pour arbitrer ce match-là. Donc, si tu veux, ça, effectivement, c'est une des clés du match, je suis d'accord. Euh, mm, sur La Rochelle, il y a deux retours quand même de poids. Tu l'as dit, il y a Danti qui revient, qui est quand même un joueur clé de l'équipe. Et il y a aussi le retour de Johan Tanga, qui n'était pas là sur les précédents matchs et qui revient. Donc ça, pour la Rochelle. Du coup, pour La Rochelle, en fait, quand on regarde, ils ont quasiment tout l'effectif. Ils ont tout l'effectif disponible pour ce match-là. Et pas Par que du contre, Leinster. de l'autre côté, non, bah non, si justement, je lisais là ce matin, apparemment il y a quatre retours de poids dans l'équipe du Leinster. Il y a l'ailier qui est très fort, Oui, comment oui. s'appelle-t-il? Et c'est celui dont je parlais, là, lié Lowe, chevelu, là. ouais, voilà. Donc lui il revient, c'est sûr. Il y a Keller qui revient, Encho et comment s'appelle-t-il l'autre? Le Illy. C'est un, Ouais, c'est un arrière. ouais, tout à fait. Donc en fait, tous ces quatre-là qui n'étaient pas là vont être présents. Alors Sexton, lui, il est toujours absent. Mais effectivement, c'est quand même des retours de poids au sein de Leinster. Euh, Ça peut faire la différence. Et là où je suis d'accord avec toi, je pense que cette équipe de La Rochelle, la clé, ça peut être l'entraîneur, effectivement, qui connaît bien le jeu irlandais. Euh, et le fait de jouer aussi à domicile pour Leinster, c'est quand même une clé importante. bah oui. Moi, je suis un peu partagé, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Bon, en attendant, si La Rochelle est patient comme ils l'ont été l'an dernier, parce que ça va être un jeu de patience, hein, contre ces Irlandais, s'ils arrivent à être patients sur ce match-là, ils peuvent à nouveau créer la surprise. Maintenant, même si La Rochelle est plus fort cette année, j'ai quand même le sentiment que Leicester cette année est plus fort encore que l'an dernier et, ils ont quand même une revanche à prendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un avantage psychologique justement de La Rochelle là? Je crois que c'est les deux derniers matchs, non, qui battent Leinster. Alors, ils ont éliminé le Leinster il y a 2 ans en demi-finale, à domicile, Ouais, à La Rochelle. c'est ça. C'est l'année où La Rochelle perd la finale contre le Stade Toulousain. Et ils les ont battus aussi l'an dernier. Et en fait, il y a une donnée importante, c'est que La Rochelle est invaincue depuis 2 ans en Coupe d'Europe. C'est l'équipe qui a la plus grande série d'invincibilité en Coupe Ouais. d'Europe. Donc, ils arrivent effectivement comme un peu un épouvantail, mais y compris pour la fin du championnat de France, hein. Ils Ils arrivent n'ont rien à perdre. en championnat de France comme des boulets de canon, hein. Ils sont partis de loin, ils vont terminer sans doute deuxième, qualifié direct pour les demi-finales à 2 points du Stade Toulousain, voire à 1 point. Donc vraiment, ils ont fait une très 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 grande saison et ils sont très très durs à prendre, y compris pour le Leinster là et pour les clubs français qui vont les prendre dans les phases finales du top 14. Donc moi je pense qu'ils ont leur mot à dire, mais que effectivement la Ouais. clé ça va dépendre de l'arbitrage et particulièrement de l'arbitrage des zones de ruck. Parce que là où La Rochelle est très très fort, peut-être un peu plus fort que le Stade Toulousain, c'est les zones de ruck, justement avec des gens comme Skelton, Antonio, avec Jonathan Danti. Et si l'arbitrage il est, on va dire, sympathique pour La Rochelle, normalement, ils doivent sortir vainqueurs des zones de ruck et ils doivent récupérer un certain nombre de pénalités sur des ballons gardés au sol. Si l'arbitrage est trop pointueux, ils vont se faire pénaliser à chaque fois. On va leur dire qu'ils n'étaient pas sur les appuis, ou ceci, ou cela. Et c'est le Leinster qui sortira vainqueur du combat. Voilà. Maintenant, moi, effectivement, je donnerais un petit avantage au Leinster parce qu'ils sont à domicile et que sur ces matchs-là, en rugby, c'est quand même très, très important. Mais je souhaite de tout cœur que La Rochelle l'emporte. Ouais. Et ils n'ont rien à perdre en fait de jouer là-bas. Ils partent pas favoris du tout, même si ça fait 2 ans qu'ils sont invaincus. C'est Leinster à Ah non, domicile, effectivement. c'est quand même costaud. Donc plus l'avantage psychologique. Est-ce que ça suffira? Il faudra être costaud vraiment, hyper discipliné, parce que ça va compter. Et bien évidemment, en fait, le match parfait, quoi. Il va falloir faire le match Faut parfait. pas qu'il y ait de fait de jeu. Bah, il y a toujours des faits de jeu, mais il faut pas qu'il y ait un fait de Ouais, jeu qui fasse tourner le match, quoi. Parce que c'est ça. Toulouse fait un début de demi-finale incroyable, hein. Ils prennent le score de suite, ils marquent sur la Ben première oui. action.
Ouais, Et sur la première attaque du Leinster, Barnes met un carton jaune et le ouais, match est fini. c'est fini. Sur moi. Ouais. Donc, C'est ça mais c'est ça aussi une des clés, c'est qu'il va falloir éviter, comme dit Marc, et je suis d'accord, c'est la discipline. C'est que tu peux pas te retrouver à 14 contre 15 contre Leinster. Ou, Toulouse l'a payé cher. ou trop de pénalités, ou trop de. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Ouais. donc bah, écoutez, on espère qu'il l'emporte voilà, de tout cœur pour amener un nouveau titre européen à la fin dans un sport collectif. On espère également, ça nous permet de faire un coucou aux basketteurs de l'AS Monaco. Je suis pas sûr qu'ils nous regardent, mais on leur faut qui vont jouer Si, si. Le Final Four de l'Euroleague à partir de vendredi. C'est la première fois depuis 1997 qu'une équipe française est qualifiée pour le Final Four de l'Euroleague. En fait, il n'y en a eu que deux ces dernières années. Il y a eu Limoges qui l'a emporté en 13 et Villeurbanne qui a perdu en demi-finale en 97. Donc voilà, il joue l'Olympiakos vendredi. C'est pas un petit morceau. Voilà. Finalement, c'est le premier contre le quatrième de la saison régulière. On espère aussi une surprise et pouvoir voir une finale dimanche. Sur ce, on vous souhaite une belle semaine sportive, un bon match ce soir, un bon derby de Lisbonne dimanche et une belle finale de Champions Cup samedi. Et on vous dit à mardi ou à mercredi la semaine prochaine. Ciao, ciao! Bonne semaine, Allez, bonne salut. soirée Bye. à tous. La French Radio. Portugal.